qu'est-ce qui est différent ou différenciant dans le marketing général versus le marketing dans l'industrie de la santé. J'ai dit expressément l'industrie de la santé, pas uniquement de médicaments, mais même ce qui est autour, dispositifs médicaux, diagnostics, imagerie, etc. Donc, qu'est-ce qui caractérise le marketing de l'industrie de la santé? Alors, moi je dirais deux choses. Sur le fond, c'est déjà, si vous voulez, que effectivement chaque affirmation va être étayée par des preuves. Or, tous les messages que vous recevez, il n'y a rien. C'est simplement une vue de l'esprit ou alors c'est de vouloir jouer sur une corde particulière. Donc déjà, c'est le fait qu'il y ait une solidité vraiment de tout ce qui est affirmé et qu'on puisse le démontrer. Et c'est pour ça qu'il y a, même en interne dans tous les laboratoires, des procédures, on va dire, de validation de ce matériel. Pourquoi ? Parce que ça nous vient des États-Unis et au départ, c'était aussi, pas seulement pour un problème éthique, mais pour un problème légal. Parce que vous savez très bien que les laboratoires anglo-saxons en particulier sont soumis, et vous pouvez nous en parler peut-être mieux que moi, sont soumis à des réglementations extrêmement strictes parce que si quelqu'un peut attaquer le laboratoire parce que n'importe qui, un délégué commercial ou autre, a mis en avant une propriété ou un bénéfice qui n'est pas étayé par quelque chose de solide, à ce moment-là, sans aller même jusqu'au class action, vous pouvez avoir complètement une remise en cause, on va dire, de la solidité du laboratoire et de son image. Donc déjà, pour ce problème-là, tout est vraiment complètement balisé, étayé ou autre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que très souvent, il y a un contact direct entre, on va dire, le consommateur potentiel qui, pour des produits de prescription, c'est le médecin. Il va y avoir un contact direct entre les équipes du laboratoire, que ce soit les médecins du laboratoire ou les délégués médicaux, et cette personne-là. Or, vous, c'est très rare, à part quand vous allez acheter, on va dire, peut-être... Et encore, même quand vous allez acheter, pour reprendre notre exemple, une voiture ou autre, vous avez un commercial, mais d'un garage ou autre. Mais ce n'est pas on va dire de la maison, ou en tout cas du producteur, entre guillemets, ce n'est pas quelqu'un de chez Mercedes. Donc vous avez aussi ce contact direct entre le laboratoire, ses équipes et le médecin. On ne passe pas par, on va dire, la radio, la publicité, d'autres messages. Et ça, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher, c'est vrai, mais qui est aussi très différenciant. Parce que il n'y a personne de Apple qui vient vous contacter. Il n'y a personne de chez Google qui vient vous voir. Vous les avez, mais c'est indirect. Hein. Là, on a un contact physique personnel entre les équipes du laboratoire et puis effectivement des gens à qui on veut parler de son produit. Il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels vous avez ce contact direct. Une question. Moi, je résumerais ça en bouclant avec ce qu'on avait dit le premier jour. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'innovation sans un besoin patient initial bien identifié. Oui. Et je crois que c'est surtout ça. Alors que dans le marketing classique, le besoin, il est totalement créé par la firme, oui, en nous arrosant de produits et de slogans. Et ce n'est pas du tout la même démarche. Absolument, absolument. C'est vrai. Mais il y a parfois, pour une même pathologie, beaucoup de produits qui font que c'est difficile de se différencier et de se limiter, on va dire, aux bénéfices patients, parfois. Moi, j'ai juste une petite question, et je vais commencer par une petite analogie avec le cyclisme. Dans le cyclisme, on n'a pas le droit de faire du dopage, mais on accepte volontiers que tout le monde fait ce qu'on appelle du bricolage. Oui. C'est-à-dire que sans prendre de produits qui aident franchement la performance, on va prendre un peu de vitamine C, un peu de... Voilà. Et donc, la vitamine C rouge ou... Sur les neurosciences, pas celle-là. Non. Bon. Qu'est-ce qui vous fait croire, vous parliez tout à l'heure du fait que les neurosciences, selon vous, ça n'interviendrait pas, qu'il n'y aura pas un peu de bricolage, au moins sur le vocabulaire, quand il y aura des choses qui auront été tirées du neuromarketing? Non, ce que je pense pas, si vous voulez, que dans la pharmacie en tout cas, hein, je vous ai dit pour la pharmacie, je vois mal des gens se prêter, parce qu'il faudrait que ce soit des médecins, hein, pour qu'effectivement il y ait un impact sur la façon dont on communique avec eux, au niveau d'un laboratoire ou autre. Il faudrait que ce soit les médecins qui soient des volontaires sains pour passer dans l'IRM et puis réagir effectivement à tel ou tel message plus qu'à d'autres. Ça, je pense vraiment que ça... j'y crois pas. Le grand public, ça peut se développer effectivement, mais là aussi, c'est des choses qui sont extrêmement coûteuses et qui, je pense, sur un plan éthique, j'espère en tout cas qu'à un moment ou à un autre, il y aura un retour de bâton pour dire mais où est-ce qu'on va, quoi. Donc c'est peut-être une conviction plus personnelle de dire
ça va devenir insupportable, parce que si à partir de là, il y a déjà eu des tentatives de manipulation qui ont été faites. Vous vous souvenez, je me souviens les images subliminales qu'on avait évoquées dans certains discours au moment de l'élection de certains politiques, parce que c'est vrai que c'est utilisé aussi par des hommes politiques dans certains pays, ce type de méthode. Donc c'est vrai que on n'en parle plus de ça, des petites images qui apparaissent comme ça en subliminal dans des films ou autres. Je sais pas. Je trouve qu'on est déjà bien encadré et malheureusement peut-être déjà bien sollicité. Et j'espère que ça se calmera plutôt que ça ne se développera dans l'autre sens, quoi. Une question. J'avais une question un peu en lien. Quand les entreprises font du neuromarketing, c'est-à-dire qu'elles investissent pour faire passer aux gens des IRM, etc., pour en retirer ensuite une stratégie, celles qui investissent l'argent là-dedans. Parce que c'est très cher, par exemple, de suivre des IRM. Alors, c'est jamais elles qui investissent. C'est toujours, ils vont prendre, par exemple, une agence de publicité qui va être un intermédiaire qui, elle, va faire des tests. Par exemple, tous les tests dont on parlait, que ce soit des questionnaires ou bien des tests où on met les gens dans un groupe, on leur pose des questions pour avoir leur réaction. C'est là où on dit, le problème c'est que les gens y parlent, ils ont l'habitude, il y a presque une population de consommateurs qui sont des habitués des tests et qui savent à peu près qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, c'est des testeurs professionnels, quoi. Donc à partir de là, ça n'a aucune valeur en termes de conclusion. Mais ces mêmes personnes qui organisent effectivement ces séances peuvent vous proposer d'utiliser du neuromarketing. Donc c'est eux qui s'occupent de tout, c'est eux qui font un accord avec une clinique privée, un centre ou autre, et encore une fois pas en France, et qui, par rapport à un client qui peut être n'importe quel industriel, on va dire, va dire, ben voilà, je vais vous permettre de tester vraiment entre telle stratégie ou tel slogan ou telle façon de parler de votre produit, celle qui évoque le plus de choses. Et qu'est-ce que ça évoque ? Est-ce qu'effectivement, c'est une notion de liberté, une notion de plaisir ou autre ? Et on peut faire la différence entre les deux pour dire, bah, effectivement, on arrive à voir effectivement quelle est la zone qui s'éclaire ou qui réagit le plus. Il y a la sueur, il y a les palpitations, il y a tous les... On va dire, il y a soit effectivement l'IRM, soit même des mesures de captation, enfin de capteurs physiologiques qui font qu'on arrive précisément à voir où se situe l'émotion. On veut jouer toujours là-dessus, dans ce cas-là. Mais c'est pas les industriels qui investissent. Ils sous-traitent. Est-ce qu'il y a une réglementation qui protège les gens de ce genre de... Oui, non. Il n'y a pas de... Même si c'est volontaire, parce que les résultats vont être appliqués au public derrière. Donc c'est pas les tests eux-mêmes qui font un danger, mais c'est un peu un type d'hypnose derrière qui va être appliqué à la société. Alors, ça reste suggéré, si vous voulez, parce que tout ça, si c'est simplement pour parler d'un produit un peu différemment ou d'avoir une phrase qui va être, on va dire, mieux adaptée qu'une autre, vous gardez votre libre arbitre quand même de savoir si vous voulez acheter ce produit ou pas. Simplement, eux sont rassurés sur le fait de dire c'est la meilleure façon d'en parler à quelqu'un. Après, vous n'êtes pas complètement... On ne vous prend pas la main pour... Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de votre parcours, de votre formation, comment vous en êtes venu à faire du marketing ? Oui. Alors, moi, j'ai commencé... j'ai une formation pharmacie plus une école de commerce, au départ. Et j'ai passé 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, à peu près, différents labos américains, ou anglo-saxons, on va dire, plutôt. J'ai fait ça pendant, un quart de siècle, ça fait quand même pas mal de temps. Et ensuite, je suis passé dans le conseil, où j'ai travaillé 2 ans chez Capgemini Consulting, dans le département Life Sciences. Et puis après, j'ai monté ma propre société, Impaxel. Donc voilà, il y a un parcours, on va dire, au départ, très, très opérationnel et permettant ensuite, dans une activité de conseil, justement, d'avoir une certaine crédibilité, une légitimité. Et puis un réseau, on en parlait tout à l'heure, effectivement, parce que comme j'ai grenouillé pendant 25 ans dans les tissus de l'industrie pharmaceutique, je me suis dit, il vaut mieux que je monte ma société maintenant, parce qu'après, ils vont tous partir à la retraite, tous mes potes, et donc ça va être plus compliqué. Donc voilà, je vous dis tout, là. Mais effectivement, je pense que par rapport à ça, c'est bien d'avoir commencé par l'industrie. Pour ça. J'ai un exemple d'erreur de marketing, d'erreur de cible. C'est notamment Renault avec la Clio, où ils pensaient faire une voiture pour les jeunes. Et finalement, c'est les vieux qui se sont jetés dessus. Ouais. Est-ce qu'on a un exemple comme ça, est-ce que vous auriez un exemple comme ça d'erreur de ciblage de marketing dans le milieu de la santé, ou est-ce que vous pensez que c'est possible, étant donné qu'on part quand même d'un besoin, c'est quand même assez ciblé, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de se planter
pour une grosse boîte ou pour une... Alors pas comparable à la Clio jeune et vieux, non, parce que là on est contraint par les indications du produit et puis par les bénéfices et tout ce qu'il y a derrière. Donc on voit à peu près, si vous voulez, où est-ce qu'on est. Mais par contre, des produits qui pensaient qu'ils allaient entre guillemets casser la baraque et qui ont fait un flop, ça il y en a plein. Pourquoi ? Parce que souvent il y a eu une surpromesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si effectivement elle était étayée, on a voulu faire croire trop de choses ou alors se raconter une histoire soi-même. Et puis finalement, le naturel, on va dire, revenant, les médecins ont fait le choix dans ce qu'il y avait à trier éventuellement, et puis ils sont revenus à des réalités. Ils ont utilisé le produit, mais pas au point, effectivement, que l'imaginaient certains laboratoires. Ça, il y a pas mal d'exemples où il y a effectivement on va dire, des échecs marketing cuisants sur des produits, qui sont souvent d'ailleurs liés à un mauvais positionnement du produit. Encore une fois, toujours pareil, dans positionnement ou qualité de produit. Ou qualité de produit. Un mauvais produit, oui, moi je disais à mes équipes, un bon produit marchera plus ou moins, mais il marchera toujours, parce qu'il a effectivement des qualités que les médecins reconnaîtront, et pour les patients, enfin, il y a vraiment un vrai bénéfice produit. Par contre, on ne fera jamais un grand produit d'un produit qui est un MeToo ou d'un produit qui n'apporte rien de nouveau. Indépendamment du fait que vous n'avez pas les moyens, parce que comme le rappelait Hélène, vous avez des prix qui sont bas. Si vous avez un prix bas, vous n'avez pas de ressources, ou moins de ressources qu'effectivement un produit d'innovation, et donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de ressources, et à ce moment-là, il ne faut pas espérer faire de ça le blockbuster, entre guillemets, ou le produit révolutionnaire. Mais par contre, il y a des attentes dans l'industrie, parce qu'ils ont des contraintes, si vous voulez, et puis les attentes sont parfois disproportionnées par rapport au potentiel effectivement réel d'un produit. C'est ce qu'on peut se dire, et ça demande de se battre un petit peu en interne avec beaucoup d'arguments et de convictions. Merci beaucoup Bernard. De rien, merci de votre invitation.